bien, alors, s'il te plaît. Voilà, super. Voilà, et ben écoute, moi j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire, donc je te laisse la main. Enfin, juste avant quand même de te la laisser là pour que tout le monde soit au clair, on va avoir un temps de présentation du dispositif par Mélanie qui va durer le temps que ça dure, et on aura quand même un temps à l'issue de cette présentation pour prendre des questions de la salle si jamais il y en a. Donc n'hésitez pas soit à les noter dans le chat et je les relais, soit à la fin de l'intervention de Mélanie à ouvrir votre micro et à poser directement la question. Généralement, là, comme c'est la troisième, on a un peu l'habitude. Le temps de présentation va durer une demi-heure, trois quarts d'heure maxi, et on aura donc un quart d'heure de temps d'échange à l'issue de ce temps-là. Voilà, je vous souhaite une bonne visio et je me tais, Mélanie, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Je vais déjà admettre toutes les personnes en liste d'attente et ensuite je vais débuter la présentation. 2 petites minutes. Voilà. Alors, je me présente, Mélanie Magnien. Moi, je suis psychologue et doctorante dans un cadre de recherche-action contributive actuellement qui se finalise, qui se termine. Voilà, le dispositif Pléiade, en fait, est issu de cette recherche, qui est une recherche de thèse en psychologie, qui est portée par deux universités, l'Université de Montréal et l'Université de Caen. C'est une thèse dans un cadre de codirection et non dans un cadre de co-tutelle. Elle est portée, ce travail de recherche, il est porté par la Maison des adolescents et par Fabricado qu'Arnaud vient de vous présenter. Alors, la naissance du projet, c'est né en 2020. On avait un petit peu le temps de penser pendant le confinement. On fait le constat dans un cadre de protection de l'enfance que certains enfants ont moins de difficultés et moins de troubles avec la question du confinement. Et donc, il y a des éléments qui viennent un peu en réflexion, qui sont au vu des troubles qu'ils présentent, qui sont des éléments de troubles traumatiques. euh, Beaucoup ont des suivis psychologiques de ce qu'on en voit et de ce qu'on en sait. Pour autant, on constate quand même de trop nombreuses situations qu'on peut appeler des situations d'échec qui sont portées, des échecs qui peuvent être explicités par les professionnels, qu'on retrouve tant sur le cadre ARPEJ qui s'occupe en clinique indirecte de situations complexes avec la mise en lien de professionnels pour discuter de ces situations, que sur le MEX et sur la MEX et sur l'internat dans lequel je travaille à cette époque-là. Et donc, le constat qui est fait, c'est, moi, je constate beaucoup, beaucoup de symptomatologie traumatique. Ces symptomatologies traumatiques ne sont pas abordées ni dans un cadre éducatif, mais non plus par les professionnels de soins. Donc, la question, c'est est-ce que je vois trop de trauma partout? Ou est-ce que en réalité, visiblement, ces jeunes présentent réellement un trauma, mais qui n'est pas dépisté, et donc puisqu'il n'est pas dépisté, il n'est pas accompagné. Et la deuxième question sous-jacente, c'est est-ce que toutefois, si on les prend en charge de manière spécifique, est-ce que ces jeunes-là auront le même parcours? Ou est-ce qu'il y aura une modification des troubles et donc peut-être un peu moins de rupture, peut-être un accompagnement qui serait plus ajusté et des jeunes plus en sécurité, avec du coup moins de passage à l'acte et moins de comportements problématiques qui peuvent générer des ruptures dans leurs accompagnements. Donc ça, c'est un peu les questions qui vont sous-tendre le travail de recherche et qui vont en fait mener à une problématique. Et dans un premier temps, l'idée, c'est de voir si effectivement nous sommes dans des hypothèses cliniques ou si elles se vérifient avec des statistiques. Donc on commence les statistiques sur 50 dossiers. Ces dossiers-là, ils vont être extraits de deux institutions qui sont la Maison des adolescents dans le cadre ARPEJ, donc on rappelle un cadre de situation complexe, et la Maison d'enfants à caractère social avec trois types de mesures, l'AEMO,
le placement et à l'époque le SAPMN. Donc, ce qu'on va quand même mettre en avant dans le cadre de ces statistiques, c'est que ce sont des mesures sociales qui sont des mesures quand même assez importantes et il y a aussi des suivis PJJ. Donc, les premiers éléments qu'on va aller rechercher, c'est la question de l'âge, du nombre d'enfants dans la fratrie. On va questionner la présence parentale et la continuité parentale. La continuité parentale, comment est-ce qu'on va l'évaluer? C'est la question de l'investissement au niveau de la mesure, mais au-delà de ça, c'est au niveau de l'investissement vis-à-vis de l'enfant, des parents qui vont poser la question de comment vont leurs enfants, qui vont être présents aux visites ou qui vont solliciter des rencontres, qui vont se préoccuper de certaines sphères comme le soin, la scolarité, etc. Et on va aussi aller chercher du côté du parent la question de leur propre parcours. Est-ce que c'est des parents qu'on retrouve avec eux-mêmes des parcours qu'on identifie comme pouvant être difficiles, avec des parcours qui sont judiciaires de protection? C'est-à-dire, est-ce que c'est des parents qui ont eux-mêmes eu des mesures à eux? Mais également, est-ce qu'ils ont un parcours pénal avec des éléments criminels ou délinquentiels? Ce à quoi on va aussi s'intéresser, c'est la question de la nature des faits judiciaires, c'est-à-dire qu'on va répertorier tous les faits qui sont caractérisables au niveau pénal. Donc tous les faits de violence, mais aussi les faits de négligence, abandon d'enfants, séquestration, violence de tout type, etc. Et donc en fait, on va répertorier ces éléments-là avec la nature des faits. Les faits qui sont portés à connaissance des autorités, ça veut dire sur le nombre de faits qui apparaissent dans ces écrits-là, qui sont passés ou présents, est-ce que c'est des éléments qui ont généré soit un dépôt de plainte, soit un signalement, soit même une IP? Et on va aussi s'intéresser à la reconnaissance pénale de ces faits, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une enquête, est-ce qu'il y a eu une sanction pénale des auteurs, ou au moins est-ce que les faits ont été, la victime a été reconnue dans ce qu'elle a dénoncé. On va aussi également s'intéresser à un élément qui va être au cœur de ce travail de recherche, c'est la question du dépistage psychotraumatique. Et pour qu'il y ait une validité scientifique, on part sur la grille du DSM-5 avec un diagnostic qui est posé avec tant de symptômes qui sont présents. Et donc ces symptômes, il faut les retrouver à minima sur deux écrits sur plusieurs semaines d'écart pour pas que ce soit une répétition et qu'on puisse valider la question de la présence du symptôme. Le symptôme, il peut être décrit de manière très lisible avec, par exemple, des faits de violence portés sur un autre enfant, mais ils peuvent aussi être interprétables avec des éléments, par exemple, qu'on va retrouver sur difficultés alimentaires, on va parler de remplissage, et donc nous, on va mettre à un moment donné la question du trouble alimentaire. Donc tous ces éléments-là apparaissent sur une grille. Les 50 dossiers sont étudiés avec ces deux grilles-là. On va aussi identifier quel suivi éducatif et institutionnel il y a en cours ou il y a eu dans tout le parcours, combien de mesures, la durée totale de ces mesures et le nombre de ruptures qu'on peut identifier dans ces parcours-là. Au niveau des résultats, donc on a un âge moyen qui est assez élevé parce que la population d'Arpège, elle relevait un peu cette population. On a un âge élevé aussi dans une médiane de 16 ans. Pourquoi? Parce que on a des enfants qui commencent à 12 ans dans l'analyse des éléments, jusqu'à 23 ans au moment des statistiques. Donc ce qui augmente un petit peu l'âge moyen. Et c'est aussi parce que ce qu'on va rechercher, ce sont des éléments qui vont apparaître sur au moins 2 ans de placement pour qu'on ait suffisamment d'informations pour pouvoir étudier et évaluer les dossiers. Au niveau des jeunes, on retrouve donc 100% de la population qui a subi des faits qui seraient pénalement caractérisables. Et le nombre total de faits recensés dans les écrits est de 202. Les faits qui ont conduit à un signalement est uniquement de 29%, un signalement ou un dépôt de plainte. Donc là, ce qu'on voit quand même, c'est que c'est pas parce qu'il y a un suivi éducatif ou un suivi avec une mesure et avec un accompagnement que les faits sont portés à connaissance des autorités judiciaires, et ce, malgré justement l'accompagnement éducatif. Donc ça, c'est un élément qui va nous intéresser aussi. C'est la question de la reconnaissance de la victime, mais aussi la reconnaissance de la parole de
l'enfant, ce qui est problématique aujourd'hui et qui est un sujet qui est très abordé au niveau social actuellement, c'est cette fameuse écoute de la parole des enfants, qu'est-ce qu'on croit pas. Et en fait, on a peut-être un petit peu tendance à faire l'enquête avant même les enquêteurs. Et donc, de ce fait, il y a énormément de filtres de faits qui ne sont pas portés à connaissance judiciaire. Par contre, la question des passages à l'acte, eux, sont davantage portés à connaissance. Et on va avoir un nombre de jeunes qui passent du statut de victime, qui est très souvent pas reconnu, au statut d'auteur avec la commission d'actes délictueux ou d'actes criminels. Dans le cadre du contexte familial, on retrouve pour 72% une discontinuité parentale. Donc la discontinuité, euh, on va l'évaluer avec des parents qui sont très peu présents dans la vie de leur enfant, que ce soit au niveau de la mesure, mais aussi au niveau de la présence auprès même des enfants ou dans les champs de l'enfant. Pour autant, ces jeunes, ils sont majoritairement suivis, ils bénéficient majoritairement d'un suivi psychologique ou psychiatrique, puisqu'on retrouve dans cette cohorte 76% de jeunes qui ont ou ont eu un suivi dans un cadre de soins. Donc ça, c'est un élément aussi important parce que le premier biais qu'on peut évoquer, c'est le fait que les éducateurs ne sont pas formés au trauma et que donc ils peuvent pas identifier les éléments et donc ils peuvent pas les accompagner ou les orienter. Or, ce qu'on voit aussi, c'est que dans le cadre du soin, il n'y a pas forcément non plus cet accompagnement spécifique au niveau diagnostic de cette prise en charge. On va retrouver, dans cette cohorte-là 94%, 95% de jeunes euh, qui présentent la question d'un psychotrauma et on va retrouver 93% de traumas complexes. Donc, au-delà de ça, ce qu'on retrouve également, c'est que malgré 73% qui sont suivis dans un cadre de soins, il n'y a que 4% de diagnostic formel. Donc, il n'y a que deux jeunes, en fait, sur la cohorte où la question du trauma est identifiée, que deux jeunes seulement. Donc, la question de recherche, c'est est-ce qu'on peut monter un dispositif d'accompagnement auprès de ces jeunes? Est-ce que c'est possible dans un montage? C'est-à-dire, on va aussi évaluer la faisabilité avec la rencontre de professionnels qui sont déjà dans ce cadre-là. Et l'autre question, c'est quels effets un dispositif d'accompagnement spécifique aurait sur la symptomatologie, la question de l'engagement de ces jeunes? En fait, quel effet pourrait avoir ce dispositif? Donc, il y a trois hypothèses de recherche qui vont sous-tendre aussi la création de Pléiades, qui sont la formation des professionnels avec, on leur permet de décoder cliniquement les manifestations traumatiques, non plus comme des comportements problématiques, mais comme des manifestations traumatiques. Et donc, on propose des réponses ajustées et adaptées. L'autre question de recherche, ça va être le décodage par la psychoéducation partagée qui va soutenir la capacité réflexive du jeune. On ne forme pas uniquement les professionnels, on va avec des éléments de psychoéducation informer le jeune des problématiques qu'il peut traverser. On va normaliser le fait qu'avec un tel parcours, les symptômes sont tout à fait ordinaires et ils sont partagés par la plupart des jeunes et que ce sont des éléments, ce sont des défenses qui sont mises en place pour se protéger et que ce ne sont pas des éléments problématiques psychiatriques. Et la troisième hypothèse de recherche, ça va être est-ce que l'accompagnement va permettre de réduire la symptomatologie des jeunes et est-ce qu'il va favoriser la question de l'insertion puisque c'est une des problématiques importantes qui est ramenée par les éducateurs, cette question d'insertion. Donc pour ça, on part à partir du trauma complexe, puisque ce qu'on voit au niveau de ces jeunes, c'est que non seulement ils ont une symptomatologie de psychotrauma, mais surtout la question du trauma complexe, avec pour la totalité d'entre eux des parcours complexes de négligence, voire de maltraitance, voire les deux évidemment.
On va identifier la question du trauma complexe. On va créer une grille qui va pouvoir lire cette question-là à partir du Death Note. Donc, on prend, pareil pour la viabilité scientifique, on prend encore une grille qui est existante et qui est validée scientifiquement, qu'on va retrouver aussi dans le DSM-5, tout comme le TSPT classique. Et ce qu'on va en fait identifier au-delà des éléments de TSPT, c'est la question des expositions qui vont être répétées, chroniques et précoces. Donc dans un âge de vie où il va y avoir effectivement beaucoup plus d'impact puisque c'est un âge précoce. Donc précoce, ça veut dire avant 12 ans avec un critère B qu'on va retrouver puisqu'il y a énormément de ces jeunes qui sont très très dissociés et on va identifier cette question de dissociation comme un manque de régulation émotionnelle et donc elle est lue par l'équipe éducative et par les professionnels en règle générale par des éléments qui vont complexifier l'accompagnement et non comme des éléments de défense psychique suite à un trauma. Donc, on retrouve trois dimensions supplémentaires qu'on retrouve également dans la CIM 11. C'est la question de la dysrégulation affective avec une impossibilité de ces jeunes de pouvoir réguler leurs émotions, mais même de pouvoir les identifier au moment où elles arrivent, avec une estime de soi qui est extrêmement basse et des perturbations relationnelles avec des éléments de difficulté de mise en lien de part et d'autre. Donc les résultats qu'on retrouve sur le Desnos, ils sont aussi extrêmement importants. Là, on voit que le graphique va au-delà de 90% pour tous ces indicateurs-là. On va retrouver les éléments de peur et d'anxiété, d'isolement social, de dissociation, de distorsion cognitive, de honte et de culpabilité, mais aussi d'éléments de comportement autodestructeur, problèmes de sommeil, sur des statistiques extrêmement élevées et quasiment toute la cohorte qui les présente. Ça veut dire aussi qu'on va arriver finalement on va arriver à reconnaître les symptômes compliqués, c'est-à-dire que les éducateurs ont une analyse qui est très fine des situations, mais ils n'ont pas le décodeur pour comprendre que les éléments qu'ils indiquent sont des éléments de trauma. Pour autant, ce sont des personnes de terrain qui vont être au cœur de ce que le jeune va manifester. Et donc, c'est ce qui va aussi nous permettre, nous, de pouvoir travailler sur le jeune. C'est la question aussi du professionnel. D'où l'importance de pouvoir dépister la question du trauma chez ces jeunes-là aussi par les professionnels de terrain et pas uniquement par les professionnels de santé. Ce qu'on va retrouver aussi sur cette cohorte qui est très important, c'est la question de l'attachement désorganisé avec leur figure d'attachement protectrice qui est aussi la source de danger. On parle de la question d'attachement parce que c'est aussi un élément qui va être central au niveau de Pléiade, cette question d'attachement et de sécurité du lien. Et donc, il faut comprendre, pour pouvoir sécuriser ces jeunes, il va falloir comprendre qu'en fait, le système d'attachement qui va être activé, c'est un enfant qui va rechercher de la protection auprès d'un parent qui est censé lui donner de la protection, mais qui va plutôt générer de la souffrance. Et cette recherche-là, elle va être aussi quelque chose qui peut être répété à l'adolescence, puisque c'est leur source et c'est leur base de l'attachement. Donc pour eux, la question de la figure d'attachement est forcément source de danger. Et donc, il y a une désorganisation du système qui va être à la fois, je ne peux pas fuir puisque c'est quelqu'un de ma famille, c'est mon parent, et à la fois, mes stratégies, je ne peux pas tout à fait les mettre en œuvre puisque pour se protéger, il faudrait être dans des stratégies davantage d'évitement, voire de fuite du domicile, ce qui n'est pas possible pour un enfant. Et donc, l'issue, en fait, qui va être généralisée, ça va être la dissociation. La dissociation, on peut la voir comme quelque chose d'un décrochage du réel pour pouvoir se protéger des émotions de l'ici et maintenant. Donc, ça va générer pour ces jeunes la relation thérapeutique elle-même, c'est un terrain qui peut répéter le trauma si on n'a pas connaissance de ces éléments-là au niveau de l'attachement. Et donc, il faut aussi comprendre que pour eux, s'engager dans un lien, c'est risquer une énième rupture. Et donc, la question du lien, elle va être extrêmement importante à venir sécuriser au niveau de Pléiade avec une continuité, avec quelque chose qui est prévisible, qui est expliqué, qui est ritualisé et avec la présence des adultes sur laquelle
lequel ils vont pouvoir compter, qui à la fois au départ fait effraction et ensuite vient permettre une sécurisation parce que on crée du lien, parce qu'on reste dans l'accompagnement et parce que tout est explicité. Mais pour pouvoir proposer ce cadre sécur, il faut déjà comprendre quels attachements, de quels attachements ils partent. Au niveau de la méthodologie de la recherche, donc ça, je passe rapidement. Donc, on part sur une recherche-action contributive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on, à la fois, on évalue la question du terrain sur le trauma aujourd'hui en France, quelles sont les prises en charge, qu'est-ce qui fonctionne pas. On fait un comparatif à l'international qui développe de plus en plus des accompagnements qui fonctionnent et au niveau des statistiques qui sont assez représentatives. On part sur une population qui sont finalement très peu prises en charge et très peu accompagnées, qui sont des jeunes ASE-PJJ, peu accompagnés parce qu'ils n'ont pas accès au libéral pour des questions financières, peu accompagnés parce que la question de la PJJ, la question comportement, va être évaluée comme des problématiques éducatives et qui n'appartiennent pas au champ du soin, et par l'ASE parce que les problématiques sont tellement importantes qu'on va retrouver davantage ces jeunes dans des accompagnements psychiatriques beaucoup plus lourds. La question des instruments qui sont utilisés, c'est le PSL5, la SIM 11 et le DSO, donc c'est le DSNOS. Au niveau des temps de mesure, on va évaluer l'accompagnement sur 3 temps. L'entrée dans le dispositif au niveau de l'importance de leur symptomatologie, à la moitié de la prise en charge et à la fin de la prise en charge. Et quelques mois après, je reprends des nouvelles pour voir un peu l'évolution de ces jeunes et voir si ce qui a été acquis est pérenne. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui l'expliquerait? Et au niveau des analyses, donc on est à la fois sur des analyses statistiques qui sont des analyses quantitatives et à la fois qualitatives avec des journaux de bord qui sont tenus à chaque entretien avec les jeunes et à chaque groupe. Je vais développer avec vous la question des séances, que vous compreniez pourquoi je parle de groupe et de, et d'entretien individuel, et avec un cadre éthique, avec une conformité évidemment au niveau de la recherche. Au niveau du protocole global, donc d'abord on passe par l'évaluation des besoins avec la rencontre des unités spécifiques qui prennent en charge le trauma, voir dans quelle mesure ces jeunes-là ils peuvent aussi bénéficier d'un accompagnement ou pas et pourquoi. Alors, là, on fait le lien entre plusieurs éléments. Ces unités spécifiques, elles vont prendre en charge le jeune à partir du moment où il y a une reconnaissance judiciaire de la question du vécu. Comme on voit, moins de 30% des faits sont portés à connaissance judiciaire et sur ces 30%, il n'y a que 30% qui sont reconnus au niveau judiciaire, ce qui va faire en fait une toute petite marge de manœuvre pour leur accompagnement et l'unité médico-judiciaire évalue à moins de 5% leur accompagnement de mineurs dans ce cadre-là. C'était le cas, ça, en 2021. Donc aujourd'hui, en 2026, il peut y avoir eu des modifications, notamment avec la création de l'UAPED. On échange autour du dispositif et on essaye de faire des sensibilisations à grande échelle. Donc, on propose des sensibilisations gratuites qui sont des sensibilisations d'une journée entière sur la question du dépistage du trauma et sur la question de l'accompagnement. L'accompagnement des mineurs majeurs victimes et auteurs de faits, on va proposer une prise en charge qui va être individuelle, mais aussi une prise en charge groupale. On va associer les parents au travail thérapeutique sous 2 conditions: que le jeune sollicite cet accompagnement et que le cadre judiciaire nous le permette. On ne propose pas cet accompagnement s'il y a des visites médiatisées pour le parent, parce qu'on n'est pas, on s'estime pas tiers suffisant pour pouvoir effectuer cette démarche-là, et on ne le fait pas non plus évidemment avec des droits qui sont réservés. Il s'avérera que la majorité des jeunes ne souhaitera pas intégrer le parent dans le cadre de leur accompagnement thérapeutique, et ils l'expliqueront très bien aussi en fin d'évaluation. Donc, le professionnel va intégrer le protocole au même titre que le jeune, c'est-à-dire que le professionnel qui va orienter le jeune dans le dispositif, on va lui demander de participer également au groupe de professionnels, qui sont des groupes qui sont à l'interstice de groupes d'APP, d'intervision, mais aussi des groupes où on va les former et leur donner davantage d'outils sur la question du trauma complexe. Donc là, on va prendre des situations et on va
On va aborder des éléments de comportement qui mettent les professionnels en difficulté au niveau des jeunes. Et l'idée, c'est de discuter sur les outils et les stratégies qu'on peut mettre en place, mais aussi d'expliciter le pourquoi du comportement du jeune à ce moment-là. Voilà. Alors, comment est-ce que Pléiade va travailler spécifiquement la question du trauma complexe et de l'attachement? Pour ça, on va en fait identifier deux modèles nord-américains qui fonctionnent extrêmement bien et qui ont démontré leur efficacité, qui sont des modèles sur lesquels on s'appuie, mais qui ne sont pas des modèles qu'on va reproduire à 100%, puisqu'on va les ajuster au niveau du contexte français, on va les ajuster au niveau de nos jeunes et aussi au niveau des possibles qu'on a. Donc la première phase qui est entre la séance 1 et la séance 4 des jeunes, ça va être la phase de sécurisation. Donc là, on va expliciter, réexpliciter la question du cadre. On ritualise nos séances de groupe, mais on ritualise aussi les séances individuelles. C'est des éléments qui sont non intrusifs. Il n'y a pas de questions intrusives posées, encore moins sur la question de leur trauma. Par contre, ils peuvent aborder des éléments eux-mêmes. Il y a quand même des choses et des sujets qui vont être très contenus pour éviter de déborder et de retraumatiser et le jeune qui s'exprime et les autres jeunes qui sont présents. On va travailler énormément sur ces séances-là, sur la psychoéducation, qu'on reprend au niveau du groupe et qu'on reprend au niveau individuel. Au niveau des travaux de groupe, on va être sur des éléments qui vont être assez généralisables. Donc, on va pas leur demander là, à ce moment-là, de se risquer un petit peu à se raconter. Et on va leur expliciter la fonction, la fonction des symptômes, pourquoi est-ce qu'ils existent, à quoi ça sert et comment est-ce qu'ils se développent dans un cadre de trauma complexe qui leur permet deux éléments. La première chose, c'est qu'ils commencent vraiment à s'attacher au groupe et à identifier un petit peu leurs problématiques chez eux et chez l'autre. Et donc, ils comprennent en fait que c'est des problématiques qui sont partagées, ce qui va permettre à la fois de sécuriser le groupe et à la fois de comprendre que la question du est-ce que je suis fou, est-ce que je suis pas normal, va être en fait va être questionnée avec ces éléments et du coup la réponse qu'ils vont y trouver va être assez sécurisante pour eux. Et on va travailler aussi la question de la fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est on apprend à repérer ces états d'hypo et d'hyperactivation et on met en place des stratégies de régulation. Le MDR, c'est un élément qui va être aux ressources, mais qui est extrêmement peu utilisé finalement sur ces deux cohortes, puisque beaucoup arrivent en phase aiguë, et donc c'était pas pertinent de ma place de tenter de l'EMDR avec des phases groupales comme ça. Et on va répondre à l'attachement désorganisé en offrant un peu un espace qui est sécurisé, des éléments qui sont explicités, mais aussi on va répondre au niveau du test de leurs liens qu'ils vont mettre en œuvre très très vite avec je viens pas, je teste le groupe, je peux faire un peu de la provoque, etc. On va sécuriser en fait tout simplement avec une réponse comportementale qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, qui va être quelque chose de très sécure pour eux, puisqu'on va répondre de manière assez apaisée. Au niveau de la phase 2, là, on va travailler sur la question de l'élaboration et on va vraiment rentrer dans des éléments plus complexes pour eux, avec l'approche symbolique du trauma qu'on va faire à travers le dessin pour éviter de rentrer dans des phases, dans des éléments trop intrusifs. Donc, on va privilégier la question du dessin avec des phases de monstre et de bouclier. Rapidement, on travaille aussi sur la question des déclencheurs qu'on reprend aussi en individuel. On travaille sur les modèles d'attachement et sur les liens qu'ils peuvent mettre en œuvre eux-mêmes avec des petites vignettes cliniques où ils nous disent un peu ce qu'ils pensent des comportements des uns et des autres. Et petit à petit, il y a un récit autobiographique et ils ont totalement le choix de pouvoir lire ce récit et d'en faire part ou de le regarder pour eux. La question de cette étape-là, c'est la réponse au trauma complexe avec l'accès à la mémoire implicite par le corps et le symbole. Et, euh, et là, en fait, ils comprennent en fait tout leur parcours et l'incidence du parcours, mais aussi ils comprennent leurs symptômes, à quoi ça sert et comment ils les utilisent. La phase 3, c'est une phase d'intégration et de restabilisation, puisque la phase 2 d'élaboration va générer parfois une recrudescence, surtout sur les jeunes qui sont très très dissociés, une recrudescence des symptômes traumatiques.
Au niveau de la phase 3, on va resécuriser, on va permettre l'intégration de tout ce qu'ils ont eu un peu comme information et aussi qu'est-ce qu'ils en font. Donc là, on va travailler aussi l'après, l'après-groupe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a appris dans ce groupe-là? Qu'est-ce qui va m'être utile? Qu'est-ce qui m'est pas utile? On prépare la séparation dès la huitième séance même pour éviter que ce soit un élément problématique supplémentaire. Et on va générer un autoportrait final pour mesurer un peu le chemin parcouru, puisqu'on fait aussi l'autoportrait lors de la première séance. Là, on va aussi leur permettre de répondre à quelque chose de l'ordre d'une séparation qui est sécurisée et sécurisante. Et qui va aussi leur permettre de se dire que finalement, se séparer, ça peut aussi être un élément qui n'est pas traumatique. Euh, et, euh, et finalement, ils comprennent aussi qu'ils doivent lâcher des choses qui peut-être les protéger, mais qui aussi les empêcher beaucoup. Et donc, cette phase-là, elle est très importante pour ne pas rester en phase aiguë. Donc, les modèles de référence sur lesquels on s'appuie, c'est l'ICTCA qui va prendre en charge la question du trauma spécifiquement sur des éléments avec la théorie de l'attachement, du trauma et cognitivo-comportemental, qui va se centrer sur le jeune. Et on prend aussi un modèle de référence ARC, euh, qui est qui est développé par Delphine Colin-Vézina au Canada, qui va être la question du trauma de l'attachement. Mais là, en fait, il travaille majoritairement sur les professionnels. Et donc, on va fusionner un peu pour pouvoir proposer un dispositif. On va fusionner ces deux éléments-là pour proposer non seulement un accompagnement des professionnels pour pouvoir avoir un impact sur l'environnement du jeune, mais aussi une prise en charge du jeune. Donc, le dispositif, il va y avoir les éléments de groupe thérapeutique avec 12 séances qui sont basées sur le modèle ICTCA, euh, le suivi individuel qui va se retrouver à minimum entre 10 et 12 séances et qui peut aller jusqu'à beaucoup plus que certains jeunes sont vus toutes les 2 semaines ou quand il y a besoin toutes les semaines. Et des éléments de soutien aux professionnels avec la question de la sensibilisation au trauma, du dépistage du trauma, des débriefings et aussi un accompagnement des émotions du professionnel sur la difficulté d'encadrement au quotidien. Donc les professionnels, non seulement ils intègrent un groupe avec d'autres professionnels, mais ils sont aussi très en lien avec les professionnels de Pléiade, qui sont Élodie, une éducatrice spécialisée, et moi-même, pour pouvoir les accompagner aussi au quotidien à répondre aux comportements qu'ils peuvent lire. Donc, le profil des jeunes qui intègrent Pléiade, c'est des jeunes entre 12 et 20 ans qui doivent avoir commis ou subi un ou plusieurs faits avec ou sans reconnaissance pénale et qui doivent bénéficier d'une mesure ASE ou PJJ en cours ou ayant eu dans leur parcours une de ces mesures, ne pas avoir de suivi spécifique en parallèle et le professionnel qui soutient l'accompagnement. Le jeune, il ne doit pas avoir été diagnostiqué psychotique et il y a un travail avec le parent dans un cadre que je vous ai explicité tout à l'heure et il peut ou ne pas avoir de ressources familiales sollicitables. Les objectifs de tout ce projet-là, c'est de pouvoir permettre une prévention et une sensibilisation des pratiques au niveau du territoire avec la question d'un projet social à partir des besoins du territoire qui ont été identifiés dans un accompagnement thérapeutique des mineurs et des victimes, des jeunes ASE et PJJ. La création de ce dispositif, il permet un accès facilité à ces mineurs et il est identifié par la Maison des ados, par les professionnels qui identifient bien ce lieu-là comme un accès aussi qui n'a pas d'étiquette, ni justice, ni soin. Et ça, c'est un élément qui nous apparaissait aussi important et c'est ce que les jeunes aussi vont évoquer, cette question-là de pouvoir bénéficier d'un accompagnement thérapeutique à partir d'un lieu d'accueil de jeunes qui est totalement ouvert et qui ne nécessite pas un accompagnement qui va être dans un champ spécifique psychiatrique ou judiciaire qui va donner un peu des étiquettes auxquelles ils veulent pas forcément répondre. Donc, on crée des accompagnements spécifiques autour du mineur
et on évalue la faisabilité. Donc la faisabilité du dispositif, hein, les réponses autour de ça, c'est qu'il a été mis en place et que donc c'est possible, c'est possible avec beaucoup de volonté et une équipe derrière qui le permet. On va prendre en charge deux cohortes avec des moyennes d'âge qui sont différentes. La première cohorte, elle va être d'avril à décembre 2024. Il y a 7 adolescents qui s'engagent au départ. La moyenne d'âge, elle est 17 ans. On travaille sur des jeunes entre 16 et 19 ans. Et après 2 mois de suivi, il n'y a plus que 5 jeunes qui restent. Il y a 12 séances de groupe qui sont effectuées, 8 séances de professionnels et en moyenne, on séance individuelle par jeune avec 8 à 12 mois d'accompagnement, puisque l'accompagnement individuel, il peut se proposer en fin d'accompagnement collectif pour pouvoir permettre aux jeunes qui ont des difficultés ou aux jeunes qu'on a plus de difficultés à orienter de bénéficier ensuite d'entretien. Au niveau de la seconde cohorte, on est sur des chiffres un peu similaires. On en vient rapidement aux résultats. Donc, ce que vous voyez au mois 1, en fait, c'est l'échelle de leur symptomatologie. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est très, très élevée. Tout se regroupe la question du trauma complexe. On va l'évaluer sur deux éléments. La question du PCL5 qui va évaluer le TSPT. Donc là, on aura un peu la fréquence aussi des symptômes, mais aussi leur intensité. C'est ce qui nous va nous intéresser. Et on fait remplir aussi la question du SIM 11 sur des grilles. Et là, on va se rendre compte, parce qu'on fait remplir à la fois aux jeunes et à la fois aux professionnels, on va se rendre compte que le professionnel a tendance à avoir davantage les difficultés du jeune que lui-même, surtout dans l'entrée du dispositif, où il va minimiser beaucoup de ses symptômes, notamment par l'effet de dissociation. Ce qui va être intéressant, on va venir tout de suite à la fin de la prise en charge, c'est que ce qu'on voit, c'est une très très grande diminution en fait des symptômes avec en moyenne moins 22 points, ce qui est très très important. Et on va évaluer un changement important au niveau statistique à partir d'un changement de 16 points. Donc 22 points, c'est une très très bonne moyenne. Ces jeunes démontrent beaucoup moins de manifestations de souffrance, beaucoup moins de manifestations traumatiques qui peuvent l'évoquer, ce qui leur permet d'avoir la disponibilité psychique de faire d'autres choses, et notamment la question de l'insertion. Donc là, je reviens pas, c'est des éléments qui vont un peu plus évoquer ça. Euh, la grande difficulté aussi au niveau de ces jeunes, c'est la question de l'engagement qui a un résultat en soi, c'est que ces jeunes aient quand même des taux importants de continuité du dispositif malgré ce que ça engage au niveau psychique, au niveau du temps de présence qui est aussi assez important. Ce qu'on retrouve quand même, c'est que 100% de ces jeunes qui ont complété le dispositif en entier ont pu réintégrer de l'insertion sociale ou professionnelle. Donc, les jeunes, les professionnels, ils pouvaient décrire ces jeunes comme n'ayant jamais tenu plus d'un rendez-vous avant Pléiade, avec là une durée d'accompagnement de 8 à 12 mois et un réel engagement, alors qu'aucun n'avait bénéficié d'un suivi thérapeutique adapté au trauma. Sur les effets transversaux, on va retrouver la question du groupe qui va être générateur à la fois dans un premier temps d'anxiété, mais aussi, surtout après, d'apaisement, d'excitation de se retrouver. Et le groupe, il va vraiment favoriser cette question de soins. Il va être réparateur pour les jeunes qui vont aussi faire l'expérience de liens sociaux qui vont être sécurisés avec la présence d'adultes et qui vont être contenus. Et ça, c'est très important puisqu'aujourd'hui, on a des jeunes qui restent en lien après Pléiade pour se demander un peu comment ils vont. Mais c'est aussi un réel développeur d'empathie puisque c'est des jeunes qu'on va retrouver dans un premier temps où les professionnels les décrivent sans capacité d'empathie. Et à la fois, on ne peut pas avoir d'empathie quand nous-mêmes, on n'a pas travaillé ce propre schéma de blessure. Les éléments de leurs histoires et les discours sont de plus en plus authentiques. Au départ, on a à la fois le masque un peu adolescent dans un cadre collectif et à la fois surtout cette protection due aux mécanismes de défense qui sont très rigides les premiers temps et qui vont s'apaiser un peu et avec le travail, mais aussi avec la présence du groupe et le fait qu'ils peuvent voir qu'ils peuvent se dire beaucoup, beaucoup de choses finalement de manière assez tranquille et avec un rappel des règles de notre part, avec un réel sentiment de sécurité.
Ce que Pléiade change finalement au niveau de ces jeunes, c'est qu'on retrouve dans cette population-là 94% qui portent un trauma, 100% des jeunes Pléiades, 4% qui ont un diagnostic. Et pour les jeunes Pléiades, on retrouve 9 mois d'engagement en moyenne pour des jeunes qu'on ne disait pas possible à garder plus d'un rendez-vous, avec 100% de progression sans exception et 100% d'insertion pour ces jeunes qui avaient pour autant, pour beaucoup, décroché au niveau scolaire ou au niveau des éléments professionnels. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Un petit mot quand même là-dessus. Pléiade a pris une petite pause pour pouvoir finaliser la rédaction de la thèse et avec une soutenance qui est prévue entre l'automne et l'hiver 2026, avec l'analyse des données et la formalisation du protocole Pléiade. Il y a une valorisation scientifique de tous ces éléments-là avec un article publié dans une revue internationale qui concerne le trauma des enfants particulièrement dans un cadre ASEPJJ. Et aujourd'hui, Pléiade recherche des financements pour pouvoir pérenniser et déployer ce dispositif qui a quand même fait ses preuves. Avec un élargissement des cohortes, un essaimage aussi qui est envisagé avec la question de former d'autres professionnels et on espère une pérennisation du dispositif. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse aux nombreuses sollicitations qu'Arnaud a mises en œuvre et on espère vraiment pouvoir passer à un dispositif qui peut être pérennisé et transférable. Je suis dans les temps? Très bien. Voilà, donc merci beaucoup pour votre écoute et là, du coup, je vais répondre à vos questions. Super, ben merci Mélanie. Merci pour cette présentation, effectivement, ouais, qui est plutôt dense parce que ben, du coup, on touche un sujet complexe que ça demande à être développé tout ça. Donc, du coup, maintenant, la salle a la parole. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et je vous cède la parole. En attendant, alors peut-être en attendant que peut-être les premières questions arrivent, tu en as un peu parlé et j'aimerais peut-être que tu nous donnes un peu plus d'éléments ou un peu plus ton sentiment là-dessus sur l'articulation plutôt favorisante entre le dispositif Pléiade et les maisons des ados. Tu as parlé, tu vois, tu as dit c'est un lieu qui est repéré en ni justice ni soins. Donc Mm, là, on est dans le cadre plutôt cahier des charges maison des ados. Est-ce mm. que tu as d'autres éléments comme ça à nous amener sur cette articulation possible entre un dispositif de prise en charge du traumatisme complexe et une maison des adolescents? Oui, c'est vrai que cette question, au départ, elle a un peu étonné hein, au niveau de la complexité de l'accompagnement. Ce qui était important de nommer, c'est qu'on est dans des éléments qui sont thérapeutiques, mais qu'on a énormément travaillé avec des équipes de soins, c'est-à-dire que l'engagement dans Pléiade n'a jamais généré de rupture de soins à côté. Au contraire, l'idée, c'est vraiment une coordination un peu plus importante pour se dire qui fait quoi. Et finalement, là où il y a eu quand même des réticences de cet accompagnement dans un cadre de MDA, ça a été plutôt très bien valorisé aussi par les professionnels de santé en disant, nous, on n'a pas suffisamment de temps, on n'a pas cette formation-là, et ce qui nous permet effectivement plutôt d'aller vers d'autres éléments que la question du trauma complexe. La maison des ados, ça n'a pas été au hasard que ça a été pensé et que ça a été proposé au directeur, c'est parce que le constat aussi qu'on fait pour ces jeunes, c'est que dans un accompagnement judiciaire, il va y avoir des contraintes, mais aussi des contraintes de la parole. Et ce qu'on va retrouver aussi dans les maisons d'enfants. C'est-à-dire que ce dispositif-là, bien que travaillant dans un internat de maison d'enfants, je n'aurais pas pu le proposer puisque je voyais que la parole, elle est verrouillée dans une maison d'enfants, puisqu'on a quand même une étiquette protection de l'enfance qui génère une séparation avec la famille et qui a une symbolisation. C'est pareil pour le milieu psychiatrique où des jeunes disent, mais moi, je ne veux pas aller en psychiatrie quand on leur propose des rendez-vous au niveau du soin. Ça, c'est des démarches qui sont assez complexes. C'est pas pour autant
longtemps qu'on ne travaille pas dessus, mais c'est vrai qu'on va quand même proposer des alternatives avec un lieu qui a beaucoup moins cette symbolisation-là, tout comme les unités médico-judiciaires pour avoir accompagné plusieurs jeunes qui disent, mais moi, c'est là où j'ai nommé les faits, je veux plus jamais revenir à cet endroit, c'est un endroit qui fait partie de cette journée traumatique et du coup, je veux pas y retourner. Et donc, la maison des ados est pareil au niveau de la PJJ, où il y a des éléments aussi de contraintes et de sanctions. C'est pas pour autant que ces éléments-là vont pas être travaillés comme des leviers, bien au contraire, puisqu'en fait, il y a des jeunes qui ont été sous obligation de soins, qui ont été orientés sur Pléiade, et on a très bien travaillé en fait cet élément-là avec les éducateurs. Pour autant, c'est pas au sein de la PJJ, c'est au sein de la MDA, et ça permet quand même, je dirais, d'alléger un peu la symbolisation de ces jeunes-là sur les éléments psychiatres, sur les éléments justice. Et donc, les maisons des ados, elles ont toute leur place dans cet accompagnement-là, aussi parce que c'est un accompagnement qui va favoriser la coordination avec les professionnels et qui va aussi permettre de pouvoir accompagner d'autres types de jeunes qui viennent de tout horizon différent, des jeunes de quartier, et cette ouverture-là et cet accueil un peu sans condition, c'est déjà un élément qui favorise le lien. Ben, merci pour ces précisions. Je trouvais que c'était important de les faire parce qu'il y a quand même beaucoup de collègues qui travaillent en maison des ados là dans le public. Donc, c'était important qu'on puisse discuter de ça. Si quelqu'un veut ouvrir son micro, il n'y a pas de souci, il le peut, hein. On vous êtes invité à le faire si... Ah, non? Oui, Bonjour, je suis Pascal bonjour. Darmon, je suis psychiatre à la maison des ados de Cergy qui s'appelle Frontage. Est-ce que vous pourriez donner un exemple clinique? Je ne me représente pas du tout. Voilà, ce qui est un trauma complexe, Sûr. donner une histoire clinique d'un jeune, ce que vous appelez un trauma, premièrement. Deuxièmement, un trauma complexe. Je ne me suis pas représentée, voilà, une histoire, une historicité. Est-ce que vous pourriez donner un exemple? Oui, bien sûr. La question du trauma complexe, on va la définir avec Ford et Courtois comme des événements de vie, de négligence ou de maltraitance qui arrivent à un âge précoce, donc entre 0 et entre 10 et 12 ans, et qui sont perpétrés par des figures d'attachement, qui sont représentées par des figures d'attachement qui représentent la trahison. Donc ça peut être les parents, comme ça peut être des personnes aussi dans le cadre familial, tout comme ça peut être un coach de sport, quelqu'un qui va avoir un ascendant sur l'enfant et qui va représenter une figure d'attachement importante. Donc, tout d'abord, la question du trauma complexe, ce sont une chronicisation en fait d'éléments de maltraitance ou de négligence. J'insiste sur la négligence parce que il y a énormément d'études qui démontrent qu'il y a beaucoup plus d'effets d'enfants qui ont subi des négligences que même d'enfants qui ont été maltraités physiquement avec une symptomatologie qui est beaucoup plus importante. Donc, ces deux éléments sont tout autant à prendre en compte. Donc, on va être sur un parcours avec des figures d'attachement qui vont commettre des choses de cet ordre-là. Et donc, ce qu'on va retrouver chez ces jeunes-là, typiquement, je vais vous donner deux vignettes parce qu'elles sont assez différentes, une du côté ASE, une du côté PJJ. Donc, j'ai un jeune qui m'est orienté. Il y a beaucoup de ruptures dans son parcours. Il n'y a plus d'école parce que on était au cinquième collège qui l'excluait pour des comportements de violence. La PJJ qui l'oriente avec une maison d'enfants qui me dit que ils doutent quand même de sa capacité à se mettre au travail puisqu'ils pensent à des éléments psychopathiques au vu de son manque d'empathie quand il passe à l'acte et qu'il y a quelque chose de très manipulateur chez lui. Ce jeune, on le reçoit, donc son parcours de vie, c'est des éléments de maltraitance physique, mais aussi d'éléments qui sont des maltraitances qui sont très psychologiques avec des enjeux dans la fratrie. Donc voilà, pour punir, la mère rase le crâne de la totalité de la fratrie. Un de ses enfants va faire une crise d'asthme et en fait, elle va l'insulter pendant sa crise d'asthme, mais elle va pas lui donner tout de suite la ventoline et la fratrie est témoin de ça et celui qui essaye d'aller chercher la ventoline se fait frapper. Donc tous ces éléments-là vont générer en fait des scènes qui sont traumatiques, qui vont être des couches de scènes traumatiques avec des émotions associées qui ne sont pas élaborables dans un premier temps. Et ce jeune, lui, ses mécanismes de défense, c'était le passage à l'acte, et notamment le passage à l'acte violent. Et donc, le travail autour de lui, c'était qu'est-ce que j'identifie comme déclencheur? Est-ce que déjà la question de cette violence, c'est un travail qui est possible?
parce que ça veut dire on va travailler sur ces mécanismes de protection. Et ça, c'est très difficile pour eux à admettre et à se dire c'est OK parce que les mécanismes de protection, bah, par définition, c'est ce qui va les protéger des situations dans lesquelles eux ont un sentiment, en tout cas, qui sont mis en danger de manière assez imminente. Et donc, on va avoir des éléments comme ça de passage à l'acte assez importants, soit auto, soit hétéro-agressif en fonction des problématiques et des profils. Et ce jeune-là, lui, c'était très hétéro-agressif. Donc le travail avec lui, ça a été de travailler sur ses déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenchait la violence chez l'autre? C'était quoi son sentiment qui allait déclencher cet élément-là de passage à tabac et de je me contrôle plus, de peur de ce que lui-même pouvait générer chez l'autre, hein, parce que ça, on l'a beaucoup travaillé. Et donc, le travail avec lui, ça a été, avant de travailler la question de là où tu es auteur, moi, ce qui m'intéresse, c'est là où tu es victime, parce que c'est totalement corrélé. Donc, il a fait vivre à d'autres gens ce que lui avait vécu en tant que victime, et c'est un mécanisme inconscient qui permettrait, qui pense pouvoir, à travers cette répétition, comprendre ce pourquoi il a été dans cette position-là et comment il peut prendre un petit peu une part active dans cette position-là et plus être la victime. Et tout ça, ça a été travaillé d'abord avec ces scènes traumatiques, ce que ça a généré chez lui, avec aussi l'explicitation. Auprès de l'équipe éducative que non, c'est pas un manque d'empathie, c'est pas des traits psychopathiques qu'on retrouve ici, c'est des éléments dissociatifs qui vont intervenir quand il y a des déclencheurs et des sentiments chez lui de trahison, des peurs. Par exemple, il explique quand quelqu'un hausse la voix, ça va déclencher chez lui de la violence. Quand quelqu'un va vouloir prendre le dessus, quand quelqu'un l'humilie, ou lui, il a un sentiment d'humiliation, ce qui n'est pas forcément réel, ce qui n'est pas forcément objectivé, mais c'est son vécu à lui va générer de la violence. Et tout le travail, ça va être d'abord de travailler sur les scènes où lui a été victime pour faire le lien sur les scènes où il est auteur, comprendre ses déclencheurs et ensuite trouver d'autres stratégies d'adaptation qui ne sont pas celles de réponse violente, puisqu'en plus, chaque fois qu'il repasse à l'acte, il se retraumatise lui-même, même s'il est auteur. Donc, première vignette clinique, on a ce jeune-là qui aujourd'hui va très bien, qui est très inséré. Et donc ça, c'est plutôt chouette parce qu'il est assez reconnaissant de ça parce qu'il ne pensait pas, lui, avoir un tel changement. Deuxième vignette clinique, on a une jeune, 18 ans, qui en fait, à ses 18 ans, comprend que sa mère est victime encore, elle dit encore plus qu'elle, c'est pas forcément le cas, mais que sa mère est aussi victime de graves violences de la part de son père et donc elle dénonce la totalité des violences vécues euh, qui sont des actes de torture aussi sur sa personne depuis qu'elle est petite, avec des éléments de placement. Et donc le travail chez cette jeune fille qui est extrêmement dissociée et qui a développé des vraies compétences cognitives puisque des vraies capacités de se dissocier. Donc elle est brillante, elle suit des études, elle va à la fac, sauf que quand son père quitte la maison, les scènes traumatiques arrivent en masse et parce que en fait elle est en sécurité, elle ne comprend pas pourquoi jusqu'à ses 18 ans elle contrôle ses émotions et là ça la déborde tellement qu'elle se reconnaît pas, etc. Et donc là il va y avoir effectivement des mises en danger, des passages à l'acte auto-agressif et donc ce qu'on va travailler c'est la question de ces scènes traumatiques, ce que ça génère chez elle comme émotion, comment on retrouve ces émotions dans un quotidien, c'est-à-dire comment chez ces jeunes-là, la difficulté, c'est que dans leur quotidien, il va y avoir des déclencheurs. Le déclencheur, ça peut être, vous faites des coquillettes au beurre et au jambon, mais la mère, le jour où elle a frappé la petite sœur, avait fait ça, et au niveau sensoriel, c'est intégré en fait dans la scène traumatique, et donc ils vont revivre cette scène chaque fois que les coquillettes au beurre vont arriver sur la table, tant que cette scène, elle n'est pas travaillée au niveau traumatique. Donc, les profils de ces jeunes, ça va être tant du côté auteur avec des passages à l'acte importants que du côté victime avec des scènes qui vont être des scènes de violence ou des scènes d'humiliation qui sont des éléments répétés et qui vont aussi, à l'âge adolescent, soit externaliser la souffrance avec eux-mêmes en passant à l'acte sur l'autre ou internaliser cette souffrance avec des passages auto-agressifs, des mises en danger sexuelles, des scarifications, etc. Oui, et puis ce travail-là relève il me semble plus d'une psychothérapie individuelle. Quel est le plus d'amener le groupe ou le dispositif Pléiade, parce que vous avez fait un super travail de psychothérapie qui peut se faire en individuel. Avant ça, il faut créer les conditions et on peut espérer que c'est le travail des mecs
c'est le travail des éducateurs de pouvoir créer toutes ces conditions. Enfin, vous voyez, pourquoi faudrait-il voilà, que ça soit pas dans, que ça soit un dispositif, vous avez dit externalisé, vous avez dit que c'était plus intéressant que ça soit externalisé, que ça ne soit pas à l'intérieur de l'annexe. Ils sont tous victimes, ils sont tous traumatisés, c'est évident. Sinon, ils ne seraient pas placés. Sinon, donc, ils ont tous des graves choses. Et voilà, pourquoi faudrait-il que ça soit un dispositif, vous voyez, extérieur voilà. Il y a Alors, des formations spécifiques parce que c'est vrai que moi, dans tout ce que vous dites, enfin, voilà, j'ai l'impression que je saurais le faire, entre guillemets, que vous n'auriez pas besoin de me former. Vous voyez, parce que, bon, voilà, il me semble que c'est le b.a.-ba de notre travail de psychologue, psychiatre. Et vous voyez, est-ce que vous pourriez voilà, expliquer bien en quoi c'est plus intéressant qu'un tel dispositif, voyez, soit totalement externalisé pourquoi c'est pas le boulot, pour moi, c'est le boulot que doivent faire voilà, les mecs, de préparer tout ça pour un jour arriver à une psychothérapie individuelle, quoi, qu'elle soit possible, parce qu'il y en a plein pour lesquels ça sera peut-être jamais possible. Mais voilà, pourquoi c'est un plus que ça soit externalisé et de et Groupal, ouais. Je vais répondre parce que sinon, je vais perdre vos questions. c'est un La, la- déjà, bravo si vous pouvez les prendre en charge parce que vous faites partie, vous faites partie des personnes qui parviennent à prendre en charge le trauma complexe et c'est très chouette. Et malheureusement, c'est pas une généralité, c'est ce que présentent les statistiques aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est professionnel de la santé, finalement, qu'on parvient à prendre en charge ces problématiques-là, puisqu'il faut identifier les symptômes et que pour ça, il faut quand même des formations un peu plus poussées que les formations universitaires qu'on peut avoir. Et l'autre élément qui est aussi explicité, et ça, on le retrouve dans toutes les études, pourquoi externaliser? Parce que la MEX va faire le plus gros du travail thérapeutique sur la question de la sécurité du lien. Et ça, c'est à la MEX de le faire, et c'est pour ça qu'on prend en charge le professionnel pour aussi lui donner les outils pour interpréter les symptômes traumatiques qui ne sont pas des attaques du lien, qui ne sont pas des comportements problématiques et qui sont des réponses à ce trauma. Et ce passage-là, ce décalage-là, ce décentrage-là, il est important parce que malheureusement, il est très peu fait. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve dans notre cohorte très peu finalement de diagnostics de psychotrauma et très peu d'accompagnement spécifique. Ce qu'on va retrouver dans une thérapie groupale aujourd'hui, et on le voit parce que d'autres jeunes ont été pris en charge uniquement en individuel parce que pas en possibilité d'intégrer le groupe. Euh, Ces jeunes-là, ils ont intégré des outils de manière beaucoup moins efficiente et beaucoup plus long que vis-à-vis de leur père, parce que l'expérience du père fait qu'il y a une identification très forte. Quand moi, je leur explique ce qu'est la dissociation, ils me donnent du crédit, mais je reste une adulte avec leur parcours, c'est complexe. Quand un autre jeune dit, ben ouais, moi j'ai été dissociée parce que là, hier, en fait, quand j'ai vu ma petite sœur, j'ai revécu ça et du coup, bah, j'ai explosé en VM. Là, la totalité des jeunes parviennent à s'identifier et c'est là où on peut mener le travail autour de ça. L'identification, elle est extrêmement importante puisqu'en plus, ils n'en ont pas beaucoup de groupes de pairs qui sont sécures autour d'eux. Et là, on fait en fait on fait un double travail qui sont la question d'une restauration des liens avec un groupe de pairs qui va être quelque chose de sécurisant avec eux et effectivement, le groupe va permettre vraiment de travailler des éléments beaucoup plus rapidement qu'en séance individuelle, par ces éléments-là d'identification, de mémorisation, etc. Et l'autre élément qu'on travaille, c'est aussi de se permettre d'être dans des relations finalement qui sont sécures. Et donc ça, c'est une expérience qui est plutôt chouette. Oui, oui, c'est l'effet de groupe, quoi. C'est ce qu'on utilise partout quand on travaille en groupe. Moi, je trouve ça intéressant. Enfin, dans tout, on dit fractal transfert, je trouve ça intéressant. En tout cas, la partie travail en groupe, voilà, qui me semble peut-être plus, voilà, plus intéressante, qui apporte plus quelque chose, en tout cas, la partie en groupe. Et c'est vrai que c'est un moteur qu'on utilise partout. Le travail de groupe, de médiation, on l'utilise avec des parents, avec
plein de choses. Et effectivement, je trouve ça intéressant, moi, dans votre exposé, en tout cas. Oui, oui, Merci. c'est très complémentaire en tout cas, et c'est complémentaire avec des séances individuelles, puisque dans le groupe, on protège aussi quand même de cette question-là, de ne pas pouvoir verbaliser la totalité de leur vécu, ce qui serait pas efficient ni pour le groupe ni pour eux. Et donc, on reprend les éléments du groupe en individuel et tout ce qui peut pas se dire dans le groupe. Donc, le travail individuel va être une continuité qui va être aussi assez importante pour ces jeunes et qu'ils investissent beaucoup. Et nous, ce qu'on fait ici, par rapport à tous ces jeunes-là qui sont placés, quand on a des demandes à la MDA, moi, je ne les reçois pas ici, les jeunes. On commence d'abord par un travail avec l'équipe, justement. Et souvent, ça, c'est pas compris. Et donc, ce que je crains, et donc les jeunes, les gens veulent toujours qu'on travaille sur le psychotrauma. Alors là, c'est-à-dire c'est totalement vulgarisé, non pas démocratisé, mais vulgarisé, c'est-à-dire que c'est repris par tout le monde. Ils veulent absolument que les jeunes consultent pour travailler sur le psychotrauma. Et ils veulent, oui, un espace de parole ou je sais pas quoi. Enfin, nous, on fait pas ça. On propose d'abord, et ça, c'est pas possible effectivement avec toutes les équipes éducatives. Et ce qui est le plus porteur, c'est de travailler avec eux qui sont aux premières loges. C'est ce que vous faites, puisque vous appelez ça des briefings. Moi, c'est pas mon référentiel clinique, donc j'appelle pas ça comme ça, mais on travaille avec eux d'abord, puisque, enfin, en tout cas, c'était le résultat de 20 ans d'expérience où au début, on les voyait en consultation, ces jeunes. Moi, j'ai arrêté ça, parce que ça ne sert à rien. C'est les Xème psy qu'ils ont vus où on les balance en leur disant c'est toi qui as un trouble, etc. Et je pense que c'est plus utile et c'est une partie que vous décrivez, peut-être pas assez à mon goût, du travail qui est fait autour de l'équipe éducative. Et ça, c'est primordial de refaire des expériences primaires sécurisantes avant tout. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est que votre exposé soit réutilisé comme une solution miracle, problème-solution, action-réaction. Ça y est, paf, maintenant, en 10 séances, on va travailler le psychotrauma. Vous voyez ce que je veux dire. Et ça, je ne voudrais pas que les mouvements des ados ne soient que ça. Vous voyez, n'apportent des solutions clés en main à des ARS qui veulent que ça coûte moins cher et qu'on les foute au travail. Aller mieux, c'est pas forcément travailler, entre nous, mais quoi. Bon, voilà, ça c'était enfin, ça n'engage que moi, mais c'était, voilà. Et je trouve que, voilà, intéressant de développer votre travail de groupe et le travail un peu plus que vous faites avec les équipes, me semble primordial, voilà. Merci, en tout cas. Merci. Merci à vous. On a un peu dépassé. Alors, je ne sais pas si on finit maintenant ou si on prend là. Il y a une question dans le chat qui demande si les jeunes qui ont bénéficié du dispositif sont restés en contact après leur séance groupale. Je Oui. pense que ça, tu peux nous éclairer ça en quelques mots et après, on clôturera notre vision. Oui, oui, que ce soit sur le premier groupe ou le second groupe, certains jeunes sont restés en lien, certains se voient, voilà, ça a fait expérience sécurisante entre eux, et c'est pour ça aussi l'importance du groupe hein, avec ces médiations-là thérapeutiques, c'est qu'ils font une expérience sécurisante et donc ils prennent des nouvelles régulièrement les uns des autres pour certains, ce qui n'est pas, c'est pas le cas pour tous, mais pour certains, effectivement, ils restent en lien encore aujourd'hui, oui. Ok. Mais voilà, on va pas dépasser plus parce qu'on a déjà pris 5 minutes de plus. En tout cas, sachez que si vous avez des questions sur le dispositif Pléiade ou sur Fabricado en général, vous pouvez vous rapprocher de la Maison des adolescents du Gard et puis on se mettra en contact. Je peux vous laisser un mail, c'est fabricado, fabrikado, @mda30.com. Et voilà, je vous remercie tous. Merci beaucoup, Mélanie, pour ce temps de présentation et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup.